Pour cette nouvelle livraison de l'interview décalée, la JOS Radio accueille Silver-Henri Cissé. Le journaliste et auteur français de renom se plie à un exercice qu'il connaît plutôt bien. Mais il va surtout se prononcer sur des questions drôles, intimes, en tout cas très inattendues. Interview menée par Brice Kiminembot, un rider de l'association 237 BMX, et Naomi Viana, une jeune formée en DJing dans le cadre du programme Boa Jeunes Créatifs. L'interview décalée. L'interview décalée. L'interview décalée. Monsieur Silver-Henri Cissé, bienvenue sur la JOS Radio et merci de nous avoir accordé cette interview. Merci. Alors, pouvez-vous nous dire quelle est votre occupation préférée ? Mon occupation préférée ? J'en ai plusieurs. Alors, comment les hiérarchiser ? Je ne vais pas les donner dans l'ordre parce que ce serait un peu trop compliqué et je vais m'inspirer de ce que j'ai vécu ici au Cameroun pendant mon séjour. Il y a l'art, et notamment l'art contemporain. Je suis vraiment un passionné d'art, des artistes et de leur puissance de création et de la manière dont ils racontent le monde, dont ils montrent le monde, avec leurs angoisses, leurs frustrations, leurs joies, leurs rêves. Et je trouve que l'art contemporain africain aujourd'hui propose vraiment de très très belles propositions et je trouve que c'est un objet très inspirant et très intéressant et très enrichissant. J'ai découvert pendant mon séjour quelques artistes contemporains camerounais qui m'ont fait l'honneur et le plaisir de me faire visiter leurs ateliers et ça a été pour moi un moment vraiment incroyablement fort et puissant parce que j'ai pu partager avec eux leurs petits secrets. Ils ont pu me montrer comment ils construisent, ils arrivent à pas, à produire une création qui va les satisfaire, qui représente leur vision du monde, mais qui va aussi captiver un public. Et pour certains, j'étais complètement absorbé par leur création. Donc ça, c'est une de mes passions. Il y en a une autre qui m'amène aussi ici, c'est le sport. Le sport en tant que journaliste, en tant que fan, en tant que conférencier, auteur, écrivain, simple spectateur. Pas forcément le football, parce que je sais que le foot est hégémonique, même si c'est un sport que j'adore et que j'aime, avec comme équipe que je supporte le Paris Saint-Germain depuis tant d'années, et les voir enfin réussir, cela me réjouit. Je m'intéresse essentiellement et surtout au sport olympique. À travers cela, vous pouvez bien mesurer que tous les 4 ans, je suis un homme heureux, c'est-à-dire que quand il y a l'avènement des Jeux Olympiques, je suis particulièrement heureux et comblé. C'était le cas à Paris 2024, maintenant il va falloir que j'attende Paris 2028. Ensuite, d'autres passions, à titre personnel, j'adore la cuisine, donc je fais la cuisine. Je cuisine. Qu'est-ce que je pourrais vous citer comme autre passion ? Bien sûr, les voyages. J'allais oublier les voyages. Et les voyages dans un cadre un peu particulier. Aujourd'hui, j'ai voyagé sur 4 continents. Je ne connais pas encore l'Océanie. J'ai besoin du voyage parce que cette ouverture, c'est une fenêtre sur un ailleurs. J'ai besoin du voyage parce que cela me permet de sortir de ma routine et d'avoir toujours de nouveaux défis personnels à réaliser. Qui ne sont pas très importants, ces défis, mais qui me permettent de me construire parce que je vais à la découverte d'autres cultures et d'autres personnes. Et quand je vous dis que c'est un peu particulier, c'est qu'il m'arrive d'aller aux États-Unis, il m'est arrivé d'aller en Asie ou en Amérique du Sud, en Europe où je vis, mais j'ai besoin de venir en Afrique régulièrement. Depuis 2019, j'ai compté qu'en moyenne, je passais 1 semaine par mois sur le continent africain. Soit à titre personnel ou soit pour venir travailler. Et j'ai ce besoin d'Afrique en moi qui m'amène à venir régulièrement en Afrique. Je ne connaissais pas encore le Cameroun, c'est mon 19e pays d'Afrique. Visité, mais de ce que j'ai vu cette semaine, de ce que j'ai rencontré et constaté, c'est-à-dire que c'est un pays extrêmement complexe, mais qui est extraordinaire par les gens qui l'habitent. Donc je reviendrai avec grand plaisir. Quels sont vos héros et vos héroïnes préférés dans la vie réelle et dans la fiction ? Alors là, vous me posez encore une question qui demanderait à peu près 5 heures. Mais je vais essayer de faire un peu court. Dans la vie réelle, il y a mon père, pour les héros. Il y a ma mère, pour les héroïnes, que je place au-dessus de tout. Donc eux, ils sont hors concours. On les met hors concours, d'accord ? On les met de côté, parce que bon, personne ne peut les battre. Ensuite, il y a mon ami, paix à son âme, Pape Diouf, qui est parti en 2020.
qui a changé de statut. C'était un ami, un frère, et qui maintenant est mon héros. Pour ce qu'il a représenté, ce qu'il est et les moments que nous avons partagés. Dans la vie réelle, il y a mon meilleur ami. Ses initiales sont OT. Il se reconnaîtra s'il entend cet enregistrement. Je n'en dirai pas plus. Oui, ce sont les héros. Je ne peux pas aller plus loin. Après, il y a des gens que j'admire, pour qui j'ai une forte inclination. Mais je ne peux pas les classer dans la catégorie des héros. Du côté des héroïnes, des femmes marquantes, c'est pareil, j'ai une amie, Linda, sud-africaine, qui a beaucoup fait pour son pays. Elle a beaucoup fait sur le plan du marketing parce qu'elle a dirigé la marque Afrique du Sud pour vanter l'Afrique du Sud à travers le monde. Mais à travers elle, j'ai touché d'un peu plus près Nelson Mandela Madiba, avec qui elle a travaillé. Et j'ai des souvenirs, que ce soit en Afrique du Sud ou en France, où elle a travaillé aussi longuement, où elle me racontait, non pas l'icône, mais l'homme. L'homme incroyable, extraordinaire, qui a été capable d'une résilience à nul autre pareil. Et le fait de pouvoir toucher d'aussi près Nelson Mandela a été pour moi un grand moment. Donc elle fait partie de mes héroïnes, parce qu'après elle a raconté des choses un peu plus personnelles que je ne peux pas raconter ici, mais qui concernent l'histoire de l'Afrique du Sud. Voilà, elle fait partie de ces gens que je ne vois pas forcément beaucoup, mais que je place sur un piédestal. Et j'oubliais bien sûr c'est tellement évident, pour mes héros, Nelson Mandela, qui représente résilience, universalisme, force. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'art. On aimerait savoir qui sont vos peintres préférés. Oh là aussi, il y en a beaucoup. Il y en a un qui me touche profondément, quelles que soient ses œuvres. Avec plus ou moins de force, c'est Picasso. Naomi, est-ce que vous avez déjà vu un tableau de Picasso devant vous ? Pas sur une photo, pas sur papier glacé. Non, pas du tout. Mais si vous avez l'occasion de voyager dans un musée qui abrite une œuvre de Picasso, arrêtez-vous 2 secondes et regardez cette œuvre-là. Ne cherchez pas à la disséquer sur le plan technique. Laissez-vous juste imprégner par la force de l'artiste. Et vous allez ressentir une vibration incroyable. Moi, quand j'étais enfant, adolescent, je ne comprenais pas Picasso. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est cette chose-là ? C'est normal pour un enfant. Je me disais, c'est fouillis, je ne comprends pas. Et c'est à la fin de mon adolescence que j'ai compris, le jour où j'ai eu une révélation. Cette révélation, c'est Guernica. Ce tableau monumental qui dénonce la guerre, qui dénonce le nazisme et la dictature. Et je me suis retrouvé, non pas devant Guernica, mais sur une photo. Et je me suis laissé imprégner à l'aune de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, à l'aune du fascisme, à l'aune de la dictature. Et j'ai compris son intention. Et ça a été pour moi une révélation. Et Picasso, il a cette force-là. C'est pas du figuratif. Il propose une conception, une vision du monde, et il vous invite à y pénétrer. Et avec Picasso, c'est quelque chose de puissant, mais d'une puissance incroyable. Je vous invite vraiment à le faire. Je vous invite aussi à vous laisser bercer par les maîtres hollandais, qui, moi, je trouve incroyables, réussissent à nous donner un état du monde, de leur monde à cette époque-là. Il n'y avait pas de carte postale à l'époque. Donc, que faisaient les peintres ? Ils peignaient. Et ils peignaient admirablement. Donc, on a toute une série de dessins qui représentent la vie quotidienne dans cette partie de l'Europe. Et ensuite, il y a les grands maîtres hollandais. Quand vous voyez un tableau de Vermeer entre la lumière, l'ombre, le flou, la proposition, les émotions, les intentions, c'est une merveille. Et il y a ensuite des artistes d'art contemporain africain pour lesquels j'ai vraiment beaucoup de passion et d'intérêt, comme le Sénégalais Alou Diak, que je trouve fascinant. Il y a chez vous Hang Son, qui est à Douala avec son frère. Et Hang Son, il y a une petite histoire assez drôle, c'est qu'un jour je suis dans un hôtel à Dakar au Sénégal, je rencontre une galeriste, il y a à peu près 10 ans de ça, et qui m'offre un petit tableau. Il me dit ouais, c'est pour vous remercier, et je vois signé Hang Son que je ne connaissais pas. Et je suis son travail, son œuvre, que je trouve vraiment très très intéressant, Hang Son. Et que se passe-t-il cette semaine ? J'arrive à Douala. Donc je me suis battu pour le rencontrer. Malheureusement, manque de peau, il est en résidence à Toulouse alors que moi je suis ici. Donc j'ai visité son atelier avec l'aide de son fils, que je remercie d'ailleurs. J'ai pu voir ses œuvres et j'ai vu aussi et découvert le travail de son fils, Franck Hako. Voilà pour la petite histoire. Que voulez-vous avoir comme don dans la nature ? Aucun. J'adore regarder de temps en temps comme ça pour me vider la tête et nettoyer l'esprit, les films de super-héros. J'adore regarder les Marvel. Mais
Aucun, non, je suis bien tel que je suis heureux de la manière dont je suis en relation avec mes amis. Le don que j'ai, c'est le don que la nature nous a donné au fil du temps, ce que la science a démontré, c'est-à-dire que nous sommes nés bactéries, nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, ce qui est vraiment incroyable. Et contrairement à ce que d'aucuns croient, le monde n'a pas été construit en 6000 ans, hein, ou en 6 jours. C'est une longue maturation, et nous sommes le fruit de cette maturation. Donc ça, c'est un don. Ça, c'est un don de la nature. C'est quelque chose d'exceptionnel. Le fait que nous puissions nous trouver là, en face de l'autre, de pouvoir discuter, d'avoir le don de réflexion, le don de parole, le don de pouvoir créer, de construire, d'envoyer des êtres sur la Lune, de faire pousser des plantes, de nourrir ses voisins, de dessiner un tableau, de pouvoir mixer des disques comme le fait admirablement Naomi, que j'ai vu hier soir. Ça, ce sont des dons. C'est ces dons-là qu'il faut chérir. Ne pas chercher à s'en inventer, à s'en procurer ou à en espérer. Vivre avec les dons que nous avons. Et surtout, le don que je place au-dessus de tout, c'est ce don que nous avons d'empathie envers quelqu'un. Je veux dire à travers cela qu'il y a une notion dont on doit tenir compte et qui est essentielle pour moi, c'est l'humanisme. L'humanisme qui vient de humain et non pas d'homme. C'est-à-dire l'humanisme qui tient compte aussi bien du genre masculin et du genre féminin. Pour qu'il y ait une équité entre les hommes et les femmes, pour qu'on ne laisse personne sur le bord de la route et qu'il y ait une considération pour tous les êtres qui habitent cette terre. Nous serions curieux de savoir si vous avez une devise et de la connaître. Oui, j'ai une devise. Ma devise, c'est le goût d'aimer, METS, le refus d'aimer, MAIS, et l'envie, le besoin d'aimer, AIMER. C'est une allitération, c'est de la percussion verbale. D'accord. Et on peut savoir ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai besoin de vivre tel que je viens de le définir là auparavant et que j'aime la vie. Le goût d'aimer, c'est le goût de la cuisine. L'aimer que l'on mange. Parce que la cuisine réunie, elle est importante. C'est pas juste se nourrir comme peuvent le faire les animaux. C'est en cela, je vous dis que nous sommes dotés de dons qui sont extraordinaires. Nous pouvons nous retrouver autour d'une table, apprécier s'aimer et surtout inviter à la convivialité avec des amis. Donc le goût d'aimer. Le refus d'aimer, MAIS, parce que je déteste ce qu'on appelle des métaprogrammes des accords. Vous savez, des gens qui disent oui, mais, non, mais, chaque fois que vous faites une proposition, ils ne sont jamais contents. Oui, mais, non, mais. Pour moi, l'envie de regarder ce qui nous entoure et d'apprécier ce que nous avons, que nous soyons riches ou pauvres, de l'apprécier un moment. Vous savez, un jour, un ami qui n'allait pas bien m'a appelé quelque part au secours. Sans être un psychiatre, psychologue, je lui ai juste dit, et il s'est senti beaucoup mieux après que je lui ai dit, je lui ai dit, mais tu sais, il faut que tu apprécies l'instant et le moment présent. Le gros problème, c'est que tu te protèges sur le futur. Donc tu es déjà angoissé par ce qui va se passer dans 2-3 jours. Et surtout, tu ne cesses de penser à ce qui s'est passé auparavant. Non, ce qui compte, c'est l'instant présent. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai un verre d'eau devant moi et un café, que je ne boirai pas le café parce qu'il est un peu tiède. Je vais laisser tomber le café, je ne vais pas pester sur le café. Et demain, je ne me rappellerai plus de ce café qui était tiède. Et je ne serai pas en train de ruminer, on m'a servi un café tiède. Et je ne penserai pas au café que je boirai dans 2-3 jours en me disant, j'espère boire un jour un café chaud. Non, je vais boire ce verre d'eau et apprécier ce verre d'eau. Goûter ce verre d'eau, l'apprécier et le reposer. C'est ça qui compte. Ça, c'est pour le refus d'aimer. Donc, si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit oui, mais non, mais, évitez-le. Tombez sur quelqu'un qui dit je ne suis pas d'accord, je vais vous l'expliquer et je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'il va verbaliser son désaccord sans être dans l'acrimonie, la colère et l'opposition. Ou quelqu'un qui va dire ce que vous me proposez est vraiment très intéressant, je suis enthousiaste à l'idée de vous accompagner. Voilà, on peut avancer. Mais l'entre-deux me désespère. Et en général, ce sont des gens qui ont des problèmes à régler et qui doivent consulter. Et ensuite, pour terminer, l'envie d'aimer et le besoin d'aimer, parce que c'est le moteur de la vie. C'est ce qui nous permet d'avancer, de créer, de procréer et de nous sentir bien, heureux et en phase avec nous-mêmes. Quelle est la dette que vous avez toujours rêvé interviewer? Il n'y en a aucun. Et ça correspond à ce que je vous ai dit auparavant. Je profite toujours de l'instant présent. J'ai interviewé des personnalités, j'ai travaillé pendant 3 ans avec Zidane, que je n'ai pas interviewé, mais avec qui j'ai collaboré sur une opération qui s'appelle les Trophées du sport responsable.
Donc régulièrement, on se voyait pour désigner des clubs amateurs méritants et que l'on récompensait. Il y a un moment où j'étais en proximité avec Lilian Thuram pour prendre les sportifs. J'ai côtoyé des artistes qui me passionnent et m'intéressent comme Inka Shonibare, l'artiste d'art contemporain anglais d'origine nigériane. J'ai rencontré des tas de gens très connus comme pas connus. Il y a aussi des anonymes que j'ai rencontrés qui m'ont fasciné. Mais ce qui m'a intéressé, c'est d'interviewer les gens sur l'instant présent et de profiter de ce moment-là. Vous voyez ce que je vous disais auparavant. Pourquoi me projeter en me disant « Oh, j'aimerais bien interviewer un tel, j'ai raté un tel ». Pour moi, ça n'a aucun intérêt, je ne fonctionne pas du tout comme ça. J'ai des souvenirs de gens que j'ai interviewés et ça a donné des moments magiques, anonymes comme célèbres et connus. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce moment présent. C'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est cette rencontre avec vous. Ce qui m'intéresse, c'est vous m'interviewez, mais aussi de vous rencontrer. Et à travers vos questions, de comprendre qui vous êtes. C'est ça qui est intéressant parce que je passe un moment plutôt agréable ici. Donc ça m'intéresse. Mais pas de regrets et pas d'envie particulière. Je rajoute, je me méfie toujours des idoles. Parce que vouloir interviewer et rêver d'interviewer quelqu'un, c'est idolâtrer. Et je me méfie toujours des idoles parce que des idoles sont des hommes ou des femmes, comme vous, comme moi, et je risque d'être déçu. Ça m'est arrivé une fois. Il y a une chanteuse que j'adore et que je sublime. Robin McKell, une chanteuse de jazz, que j'écoute à l'envi, que j'adore, et que je constitue un peu comme une diva. Comme en musique classique, en opéra, avec la Calas, qui est une diva. Mais la Calas, je ne l'ai jamais rencontrée. Donc je peux la mettre sur un piédestal et la déifier. Sauf qu'un jour, je me suis retrouvé dans un petit club de jazz où Robin McKell se produisait. Donc un petit club de jazz, elle était à 3 mètres de moi. Vous imaginez ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que toute cette idolâtrie que j'avais pour cette chanteuse, tout le fantasme que j'avais bien pu construire autour d'elle, la diva, s'est écroulé en 2 secondes. J'avais une chanteuse, certes, avec une voix exceptionnelle, mais d'une banalité entre ses chansons. D'une banalité comme une femme qu'elle est dans sa vie de tous les jours. Quand elle se bougeait. Moi, je la voyais, vous savez, dans mes rêves, Séraphine en train de marcher dans les airs, avec une longue traîne, parce que je la déifiais. Et j'ai vu quelqu'un de normal avec une voix extraordinaire. Mais cette voix extraordinaire, déjà, m'a donné beaucoup de plaisir. Mais vous voyez, c'est-à-dire que l'image que j'avais, c'est un peu brisé, effrité. Donc c'est pour ça que je vous encourage à ne jamais déifier, à ne jamais idolâtrer, mais à apprécier, à aimer les gens avec qui vous vivez, ou ceux qui vous attirent. Imaginons qu'un footballeur devait commenter votre vie. Vous aimeriez que ce soit lequel ? Là aussi, je ne vous répondre aucun parce que je ne connais pas leur talent de commentateur. Si quelqu'un doit commenter ma vie, j'espère qu'il aura un peu de talent pour la commenter. Non pas pour me mettre en évidence moi tel que je suis, mais pour raconter ma vie sur des aspects qui puissent intéresser les personnes qui vont l'écouter. Donc pour intéresser les personnes qui vont l'écouter, j'espère que ce sera un commentateur qui aura du talent. Et je ne connais pas le talent de commentateur des footballeurs. Donc pour répondre à votre question, je vous dirais aucun. Et si vous êtes associé à Samuel Eto'o pour une émission de télé, qui parlerait le plus de vous deux ? Moi, certainement. Je sais qu'il est très bavard, mais moi je le suis aussi très bavard. Donc ce sera un combat de titans. Donc les 2 plus grands bavards du Cameroun aujourd'hui, parce que je suis ici au Cameroun, se rencontreraient sur un plateau de télé. Non, mais affectueusement, je salue le président de la FECAFOOT. Affectueusement, je salue l'homme qui, pendant, je pense, 2-3 saisons, a été le meilleur joueur au monde. Balle au pied. Et je salue l'homme que j'ai rencontré récemment dans un aéroport de Paris. On s'est arrêté, on s'est salué, on a discuté parce que lui me voyait à la télé, moi je le voyais surtout balle au pied. On s'est croisés de temps en temps, mais voilà, je salue l'homme qu'il est. Mais si on doit faire une joute verbale, je l'emporterai. Dites-le bien, je l'emporterai. Et si vous deviez créer une discipline olympique, ce serait laquelle ? Une ganzo, vous voyez ce que c'est ? Non, pas. C'est un jeu de jeune fille qui est pratiqué en Afrique centrale, qui a été pratiqué en Afrique centrale pendant très longtemps, qui a perdu l'intérêt et qui a été remis au goût du jour par un médecin qui s'est dit que c'était un excellent moyen de lutter contre les problèmes d'obésité et de maladies cardiovasculaires des femmes en Afrique centrale. Donc pour ses patientes, il a remis ce jeu pour enfants, il l'a transformé en sport
C'est une sorte de marelle. Une sorte de marelle. Et ça a pris de l'ampleur. Et ce jeu aujourd'hui, RDC, Congo-Brazzaville et même Cameroun. Oui, Cameroun, c'est toute l'Afrique centrale. Il y a quelques équipes, il y a quelques formations et il y a des rencontres internationales entre ces 3 pays. Je crois que ça déborde aussi un tout petit peu sur l'Ouganda. Mais je vous encourage à vous intéresser à ce jeu. Et je trouve la démarche très intéressante. Qu'on remette au goût le jour un jeu qui était pratiqué par les jeunes filles qui avait disparu par la modernité, qu'on le transforme en sport et que ce sport soit au service de femmes qui, malheureusement, par les contraintes de la vie, la maison, les enfants, ne pratiquent pas d'activité physique, puissent améliorer leur santé. Je trouve la démarche très intéressante. Et s'il y avait un sport qui doit devenir olympique, eh bien, je dirais que c'est celui-ci. Ce serait intéressant. Et ce serait intéressant de le proposer aux femmes qui rencontrent les mêmes problèmes que les femmes africaines à travers le monde. Qui découvrent cette activité physique, je dis bien activité physique, parce que je sépare bien les deux, la différence entre activité physique et sport. Cette activité physique que je trouve vraiment très inspirante, très inspirante. Si vous devez faire absolument un autre choix, à part le journalisme, le conseil et l'écriture, ça serait quoi? J'en sais rien. J'en sais rien parce que tout ce que vous avez évoqué me constitue depuis l'âge d'une vingtaine d'années. Je n'ai jamais rien fait d'autre, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Si vous m'enlevez ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dessécher. Et si je me dessèche, je meurs. Donc ne me le souhaitez surtout pas. D'accord. Parlez-nous de l'expérience qui vous a motivé à réaliser tout ce que vous faites aujourd'hui. Ça a commencé par le plus grand des hasards. Fin des années 70, début des années 80, je suis en France. Et j'ai un ami qui a une radio pirate, c'est juste avant la légalisation, libération des ondes. Avant cela, il n'y avait que 3 radios nationales, une de service public et 2 qu'on appelait périphériques. Pourquoi on les appelait périphériques? Parce que comme elles n'étaient pas autorisées à émettre sur le territoire français, leurs émetteurs se trouvaient à l'étranger, notamment au Luxembourg ou en Italie. Donc c'est pour ça qu'on les appelait radios périphériques, parce que leurs émetteurs étaient à la périphérie de la France, mais émettaient sur l'ensemble du territoire. C'était Europe 1, RTL et France Inter étant la radio nationale. Mais il y avait un besoin, dans la fin des années 70, de libéralisation de la parole, ce qui a provoqué, incité, déclenché la naissance de radios pirates. Donc ici et là, il y a des petites radios qui n'étaient pas autorisées, même chassées par le pouvoir, qui émettaient sur le quartier, pour passer de la musique, communiquer des informations, tout ce que l'on veut. Et j'ai un ami qui avait une petite radio comme ça, qui me dit tu es fan de cinéma, viens me parler de cinéma. Alors, moi je fais la radio, mais je vois pas quel intérêt. Ça me parle pas. Et il me dit, faisons un pari. Si je gagne, tu viens. Si je perds, tu continues ta vie. J'ai perdu le pari. Donc j'étais obligé d'aller dans sa radio. Je me suis rendu dans cette radio qui était située dans une toute petite chambre, parce qu'à l'époque, c'était vraiment de l'amateurisme. Dans une toute petite chambre, il y avait 2 platines, une table de mixage et quelques disques. Il émettait 2 à 3 heures par jour pour les voisins de son quartier. Et il s'est passé un miracle. C'est que j'ai mis le casque sur les oreilles, j'ai entendu le son de ma voix, et j'ai eu une révélation. J'ai été frappé d'un coup de foudre, et je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Et depuis ce moment-là, depuis ce jour-là, je n'ai plus quitté le monde de la communication, le monde des médias. Quelle est la mauvaise habitude que vous n'arrivez pas à vous débarrasser? Oh, mais il y en a plein. Il y en a plein. Je déteste arriver en retard, et je n'aime pas les gens en retard. Donc c'est terrible, c'est une mauvaise habitude, parce que quelqu'un qui a 3 minutes de retard, ça va m'énerver. Je ne vais pas forcément le montrer, mais et j'aimerais bien m'en débarrasser pour être moins touché par cela. En fait, vous savez, les mauvaises habitudes que l'on a, ce sont souvent des tocs qui nous embarrassent un tout petit peu, parce que ça peut nous énerver, ça peut nous empêcher d'avoir une bonne vision. Vous voyez, détester d'être en retard, ou détester de ne pas aimer de voir les gens arriver à l'heure en retard. C'est un toc. Je pourrais m'en débarrasser, mais c'est comme ça. Donc ce sont surtout ces troubles obsessionnels, compulsifs que nous avons tous, dont nous aimerions bien nous débarrasser, qui nous puent un peu la vie, qui sont embêtants.
Et moi, j'aimerais me débarrasser de quelques tocs que j'ai, mais bon, nous sommes constitués comme nous sommes et c'est ainsi. Bon, imaginons qu'il vous restait 30 minutes à vivre, on ne souhaite pas ça. Qu'est-ce que vous feriez? J'en sais rien. Bah oui, parce que je ne suis pas dans cette situation-là, je ne sais pas dans quel endroit je serai, à quel moment. J'en sais strictement rien. Je suis à peu près sûr que j'aurai une pensée pour mon fils, pour les gens que j'aime, mais j'en sais strictement rien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, toujours l'instant présent, jamais se projeter. On peut avoir des projets, il faut avoir des projets, c'est important, pour donner le cap, mais jamais se projeter en espérant. Avoir des projets en réfléchissant à la construction, pas en espérant. Quelle est la chanson qui vous affectionne le plus? Ça dépend des moments. C'est vraiment lié à l'instant et au moment. Qu'est-ce que j'ai écouté avant de venir? Si, il y a un artiste français, Giorgio, un rappeur, que j'ai écouté souvent parce que je le trouve très intéressant. Après, j'ai des artistes qui sont pour moi incontournables. Au-dessus de tout, il y a Prince. Prince, c'est l'artiste des artistes. Et le maestro, et le génie, la légende que je place au-dessus de tout, Prince. Après, j'ai des artistes que j'adore et que j'aime. On peut avoir un titre? Un titre. De Prince? Mhm. I Will Die For You. Il y a Kiss. Il y a un titre qui joue admirablement au piano. C'est How Don't You Call Me Anymore. Mais les titres de Prince, c'est plutôt parlant d'albums. Il y a l'album Purple Rain, qui est un album mais incroyablement puissant et qu'aujourd'hui je considère est à l'égal de Guernica de Picasso. C'est un chef-d'œuvre. Il n'y a rien à acheter. Il y a Raspberry Beret, mais toute la discographie de Prince, et plus que la discographie de Prince. Moi, j'ai eu la chance de le voir 5 fois sur scène. Vous ne l'avez pas vu sur scène, et je crois que vous avez loupé un moment incroyable, parce que malheureusement, il est mort. Mais allez sur Internet, sur YouTube, et regardez ses performances. Elles sont fantastiques. Fantastiques. Multi-instrumentiste de génie, chanteur fantastique, incroyable. Et là, vous allez assister à une performance d'une qualité rarement égalée. Je vous recommande vraiment de regarder les performances de Prince sur les réseaux sociaux. C'est très très fort.